Et du coup, bah, moi, je pense que la plupart des gens de ma communauté ne te connaissent pas. Donc, le but, c'est vraiment de faire connaître ton parcours et au-delà, surtout, transmettre ton message qui est ultra fort et puissant. Moi, je t'ai jamais vu en conférence en vrai. En fait, j'ai pas eu pour l'instant la chance et l'opportunité de te voir. Mais en tout cas, bah, j'entends beaucoup, beaucoup parler de toi et je te vois aussi à travers les réseaux sociaux et surtout, bah, du coup, voilà, moi, quand je t'ai contacté, surtout quand j'ai vu que le titre de ton livre, c'était Se choisir, et que, en fait, moi, je suis aussi intervenue sur la scène de Martin et que le titre de ma conférence était Se choisir, je me suis dit, il y a trop, on est obligé de se parler, quoi. Et donc, et du coup, moi, ce que je trouve intéressant, c'est on aborde ce thème-là de deux façons complètement différentes et en même temps qui se rejoignent. Parce qu'au fond, je pense qu'on a le même message. C'est juste qu'on a deux histoires de vie différentes, deux façons d'aborder. Enfin, moi, c'est vraiment mon thème, c'est se choisir. Et toi, en fait, c'est se choisir, mais c'est aussi tout ce qui est lié au pardon. Et, euh, et voilà. Et pour moi, tu es un symbole de résilience. Et c'est ça, en fait, que j'ai envie de transmettre à ma communauté, de ce symbole de force, de résilience que tu représentes. Et voilà, partager ton histoire et surtout montrer que, bah, tu vois, ta retraite, le mot enfin, retraite phénix, c'est vraiment pas pour rien. C'est toi, tu es rené de tes cendres. Et c'est le moins qu'on puisse dire. Et c'est ça que j'aimerais vraiment partager. Et du coup, bah, moi, en fait, pour me présenter brièvement, moi, je suis coach aussi et conférencière et j'aide les personnes à devenir maîtres de leur vie, en fait, en les aidant à passer d'une vie subie à une vie choisie et sans faire de compromis avec elles-mêmes, en fait. Parce que moi, ce que je constate, c'est que la plupart des gens, en fait, sont souvent résignés et pensent souvent, sont ouais, résignés en se disant, bon, bah, si j'ai une vie médiocre, si j'ai une relation de couple qui ne fonctionne pas ou qui est bancale ou si j'ai un job dans lequel je ne m'épanouis pas, c'est parce que je vaux que ça. Je ne mérite pas mieux. Et du coup, moi, mon message, moi, c'est vraiment de secouer les gens en douceur, mais quand même de les secouer avec force et douceur pour leur dire, mais t'es pas obligé de te condamner, quoi. Et du coup, voilà, c'est tout ça en fait que j'aimerais transmettre. Enfin, moi déjà que je transmets à travers mes vidéos, à travers mes conférences, à travers les gens que j'accompagne. Et surtout, pour moi, c'est aussi important de donner la parole à des guerriers pacifiques, et donc des gens comme toi, qui ont un message fort à transmettre, et plus qu'un message, surtout pour moi, qui incarnent leur enseignement. Parce que pour moi, c'est ça être un guerrier pacifique, c'est une personne qui incarne ce qu'elle enseigne et qui enseigne ce qu'elle incarne. Et pour moi, tu es le symbole du guerrier pacifique, de la résilience. Et du coup, et j'aimerais du coup que tu nous parles un petit peu de qui tu es pour les gens qui ne te connaissent pas, et surtout que tu nous parles de ton long parcours de résilience. Donc, du coup, bah, même si, bah ouais, est-ce que du coup, toi, tu pourrais nous dire un petit peu qui tu es et ce que tu fais aujourd'hui et un petit peu, bah, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu parles beaucoup de pardon? Premièrement, merci. Merci de l'invitation. Et là, je suis vraiment assis dans ma fondation que moi j'appelle, tu sais, c'est de s'asseoir dans son authenticité, dans sa vérité. Et pardonner l'impardonnable, hein, pour moi, pardonner l'impardonnable pour vous avant tout. Et selon moi, et mes 20 ans de métier dans le domaine du développement personnel, c'est que j'ai compris que le pardon, c'était le plus grand pouvoir qui existait chez l'être humain. Et c'était de le découvrir et de se permettre d'exister dans tous ces malaises, dans toutes ces souffrances, pour être capable d'accueillir cette partie-là et de passer à l'acceptation. Et c'est suite à la mort de mon père. Hein, c'est là que j'ai découvert c'était quoi le pardon. Pas quand mon père s'est fait tuer, tu sais, puis je pourrais peut-être relater une partie Oui. de cette histoire-là. Mm, mm. Et, et encore après 25 ans, tu sais, ça fait 20 ans que je suis, comme je disais, et encore quand je me connecte avec cette puissance-là qui nous habite, qui m'habite, ça m'amène à être encore vulnérable, sensible à cette partie-là. Et aujourd'hui, c'est ce que j'aurais le goût qu'on vive ensemble, les gens qui écoutent,
de s'asseoir dans sa fondation et de dire, OK, moi, j'en suis où? Et j'ai le goût de dire aussi, Mélane, de pas tomber dans la comparaison, tu sais, parce qu'on l'être humain, parfois, on fait ça. Tu sais, on va tomber dans la comparaison avec l'histoire à Robert. Moi, c'est pas si pire que ça. Ou, ah, Robert n'a pas vécu ce que moi, j'ai vécu. Alors, moi, je dirais plutôt de ce qu'on va vivre ensemble, là, c'est de se permettre d'exister puis de dire, OK, j'en suis où, moi? J'en suis où avec mon pardon? J'en suis où avec ma libération? Parce que c'est ce qu'on recherche, être de plus en plus libre intérieurement pour vivre plus léger et vivre une vie de ouf, hein, si on peut dire ainsi. Et moi, c'est en 1995, le 24 août, il est 1h30 la nuit environ. Mon père est camionneur pour une compagnie de journaux ici au Québec. Et il attend ses journaux, il a 63 ans. Et il attend ses journaux dans un endroit cul-de-sac, là, tu sais, pour avoir de l'espace et tout ça. Et il y a 3 individus, 2 de 18 ans et 1 de 19 ans qui sont sur les effets stupéfiants. Et il y en a un des 3 qui a une voiture. Et là, ils veulent aller se balader et la voiture ne démarre pas. Alors, les 3, ils ont décidé d'aller voler une batterie. Et quand ils ont traversé la rue où est-ce que mon père était stationné, il y avait une autre voiture. Et quand ils ont ouvert le capot de cette voiture-là, il n'y avait pas de batterie. Et là, ils ont vu le camion à mon père. Et ils ont commencé à se dire, mais tant qu'à voler la batterie du camion, on va faire les poches, on va voler le monsieur, on va lui voler ses sous. Et là, mon père, lui, il a entendu que ces gens-là étaient après essayer de faire des choses dans cette voiture-là. Et mon père il est sorti de son camion, il s'est allé en arrière, il a ouvert ses portes. Et les 3 individus sont approchés contre lui, puis ont commencé à lui poser des questions. Est-ce que vous faites ici, monsieur? On aimerait ça que tu viennes nous porter à un autre endroit. Et il y en a un des 3 qui s'est en allé en arrière de mon père. Il l'a saisi par les 2 bras. Et les 2 autres ont commencé à le frapper à coups de poing au visage. Fait qu'ils l'ont tellement frappé qu'à un moment donné, il est tombé couché au sol sur le dos. Et quand il est tombé couché au sol sur le dos, ils sont mal frappés à coups de talon au visage et sur la tête. Et ils l'ont tué pour 40 euros. Ils sont partis avec le camion. Et là, le camionneur est arrivé pour aller porter les liasses de journaux à mon père. Et il a vu mon père au sol plein de sang. Il a appelé les policiers. Les policiers sont rendus là. Mon frère, il a appelé mon frère aussi parce qu'il y a un de mes frères qui travaillait avec mon père. Et quand mon frère est arrivé, les policiers ont dit, garde un bon souvenir de ton père, approche pas. Parce qu'il était plein de sang. Et à cette époque-là, j'ai 28 ans. Et tu sais, la famille, on s'est rapprochés. Tu sais, je me suis rapproché de mon père plus vieux, tu sais, une plus grande sagesse, mon père aussi. Et je vais ouvrir une parenthèse parce que, pour que les gens comprennent, moi, je viens d'une éducation très violente. Un père extraordinaire, un père qui nous aurait donné son cœur, ses reins. Il a tout fait ce qu'il pouvait, mon père, pour ses enfants. Mais il ne savait pas comment nous aimer. Fait qu'on a été élevés avec la violence verbale, c'est beaucoup de cris, des regards écrasants, des coups de strap, poing, claque, c'est comme ça. Puis moi, je suis le dernier. Alors imagine-toi, j'ai 4 frères plus vieux que moi. Alors j'ai 5 autorités, mais 5 autorités qui me disent quoi faire. Alors, prendre ma place, moi, oublie ça. Je ne sais pas comment la prendre, ma place. On ne me laisse pas. On me l'enseigne pas. Alors, c'est difficile pour moi de me choisir. C'est difficile pour moi d'intervenir, de parler, de verbaliser, de dire qu'est-ce qui est là pour moi parce que je n'ai pas ces enseignements-là. Alors, c'est sûr que là, je veux plaire. Hein? Tu sais, à cet âge-là, quand tu es enfant, tu veux plaire à tes frères parce que moi, c'est mes idoles, mes frères. Là. Je vais être comme eux. Et c'est ça, là, je développe que je dois trouver des solutions. Et je réponds aux besoins de tout le monde pour les satisfaire, pour que ces personnes-là m'aiment, parce que moi, je veux qu'ils m'aiment. Je ne sais pas comment m'aimer, fait que je veux qu'ils m'aiment. Fait que là, je développe toutes sortes de façons pour répondre aux besoins de tout le monde. Et là, ben, je me choisis pas, j'écoute pas mes besoins. Et je développe ça, moi. Fait que toute cette violence-là, quand j'ai su le 24 août, dans la nuit, que mon père était décédé suite à une violence atroce comme il avait vécu, ben c'est ça qui s'est éveillé. Moi, j'appelle ça, à l'intérieur de moi, ma société intérieure, mon environnement. Alors, qu'est-ce qui s'est éveillé en moi?
toutes mes émotions, mon intelligence émotionnelle, tout ce que j'avais accumulé de 0 à aller à 28 ans, ça s'est tout éveillé. Fait que je ne sais pas quoi faire avec ça. C'est sûr qu'il y a les pleurs, la colère, la haine, la vengeance. C'est ça qui s'est éveillé en moi. Et là, je ne sais pas quoi faire avec ça. Fait que c'est sûr que j'ai le regard sur l'extérieur. Qui a fait ça? Parce que moi, c'est vengeance tout de suite. C'est ce que j'ai appris. Alors là, les policiers sont arrivés à la maison, le détective commence à expliquer. Tu sais, je vais vous épargner de tous les détails, mais c'est juste pour nous mettre dans le contexte qu'on vit ça aussi au quotidien parfois. Hein? En tant qu'être humain, un ex qu'on n'aime pas ou un ex qui ne répond pas vraiment à nos besoins, on ne sait pas vraiment l'exprimer, un collègue de travail qu'on a la difficulté à se positionner avec lui, à verbaliser, à exprimer ce qui est là, on n'est pas capable. Alors, c'est là qu'on doit s'approprier sa propre histoire à soi et dire, OK, j'en suis où, moi? Est-ce que je suis capable de me positionner? Hein? Et le détective, super gentil, monsieur, proche de la retraite aussi, et il demande à ma mère, Madame Savoie, est-ce que vous pouvez faire un interview à la télé? Parce que ça pourrait peut-être aider. Il y aurait peut-être un témoin qui aurait vu quelque chose et ça pourrait aider à trouver les meurtriers. Et ma mère, elle a accepté. Oui. Ok. Parce que j'allais te demander, du coup, comment tu as eu les détails de l'histoire avant l'assassinat de ton père, du coup. Et là, c'est ce qui est arrivé. Ma mère, à 63 ans, faire une interview à télé, déjà là, avec qu'est-ce qu'elle vivait, pas évident. Elle le fait avec tout son courage. Et elle raconte, tu sais, comme quoi qu'elle vient de perdre son mari, elle pleure, et ses enfants viennent de perdre le père. Et que c'est difficile de vivre ça. Et il y en a un des trois, lui, qui écoute, un des trois meurtriers qui écoute. Et là, la culpabilité, lui, s'éveille. Et là, ben, il appelle son avocat, il se rend au poste de police. Et là, il a tout dévoilé. Wow. Et 31 heures après la mort de mon père, ils ont fait l'arrestation des 2 autres meurtriers. Et là, on a été identifier mon père. Parce qu'il faut aller l'identifier. Et quand je suis rentré dans la pièce où est-ce qu'il était mon père à l'hôpital, c'est qu'il était couché sur une civière avec un drap blanc. Et ils ont juste enlevé le drap du visage. Et ce que j'ai vu, c'était horrible. Tout son côté droit du crâne défoncé, tout écrasé à force d'avoir mangé des coups de pied. Les 2 yeux noirs, tout enflés, toutes les lèvres craquées. Ça, c'est... Mélène, c'est la dernière image que j'ai eue de mon père. Alors là, je suis éveillé dans toute ma violence, toute ma colère, toute ma vengeance et je vois mon père en plus. C'est la dernière image que j'ai. Alors, c'est sûr que à partir de ce moment-là, c'est vengeance. Ces personnes-là vont mourir, c'est sûr. Et à la cour préliminaire, quand il y a eu la cour préliminaire, le témoin, il a tout avoué, il a tout dit. Et c'est pour ça que je suis capable de raconter que mon père est débarqué. Et il commence à dire aussi qu'est-ce que mon père criait quand il se faisait frapper. Oh. Alors, mon père faisait juste crier « Lâchez-moi, lâchez-moi, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Lâchez-moi. » Et pendant 5 ans, la seule chose que je me souvenais de mon père, c'était le visage que je voyais sur la civière, avec tout le crâne défoncé, et j'entendais ses cris. C'est tout ce que j'avais comme souvenir. Alors, à partir de ce moment-là, de ne pas m'occuper de mes émotions, c'est que j'ai commencé à me créer des scénarios de vengeance. Et à cette époque-là, moi, je ne prends aucune consommation, des stupéfiants, tout ça. J'ai déjà fait ça quand j'étais jeune, tu sais, je me suis donné une vie de rock and roll en bon québécois ici. Et je ne touche plus à ça. Tu sais, j'ai arrêté, je suis en cheminement depuis l'âge de 23 ans et je ne consomme plus rien. Mais je ne veux pas retourner là parce que si je retourne dans les stupéfiants pour fuir ce que je vis, je sais que je vais mourir. Et je veux pas, j'ai un enfant de 5 ans à l'époque, je veux pas faire vivre ça à ma fille, ce que moi je vis avec la mort de mon père. Alors, je fuis dans le travail. Je deviens workaholic. Tu sais, je travaille jour et nuit. Et là, je prends le travail à mon père dans son camion. Wow. Et je fais son parcours. Et là, je travaille de 11h à 4h la nuit. Et après ça, je travaille de 6h le matin jusqu'à 3h l'après-midi. Et je fais ça pendant 5 ans. Et je me suis bâti un empire
une centaine de sous-traitants, des camionneurs, des messagers, tout ça pour dire que la fuite m'a amené à ce succès-là monétaire. Mais par contre, Qu'est-ce cette que tu fuite, appelles la fuite, justement, à ce moment-là? Pour toi, c'est quoi la cette fuite, c'est la dépendance physique, tu sais. Pas capable de s'occuper de moi. Tu sais, je suis pas capable de m'occuper de mes émotions, alors je fuis. dans le boulot? Je me fuis, je suis dans l'oubli de soi. Mm. Je suis dans le rationnel. Mm. Alors, je veux pas vivre le passé, mais par contre, je suis dans le passé constamment parce que mon rationnel, c'est ce que j'ai acheté comme croyance. J'ai développé mes défensives, mes réactions, mes attitudes. Alors, si je touche pas à mon intelligence émotionnelle, je passe mon temps à vivre le passé au moment présent. Et donc, pendant ces 5 années-là où finalement tu te construis un empire professionnel, tu as toujours cette envie de vengeance. Je vis pour ça. Je vis pour ça. Mm. Et c'est sûr que dans ces 5 ans-là, j'ai besoin de plaisir parce que l'être humain est construit aussi pour avoir du plaisir. Mais moi, le plaisir, c'est que je m'achète du matériel. Là, j'ai la grosse maison euh, avec la piscine. Là, c'est une maison de luxe. Là, et j'ai des chars sport. Tu sais, j'ai 3 véhicules. euh, et cette souffrance en achetant du matériel, c'est que je me récompense aux 3 mois environ, tu sais, parce que là, j'ai besoin de ce plaisir-là. Alors, j'ai tout ce que tu peux avoir comme matériel, je l'ai, là, tu sais. Je suis comblé de ce côté-là. Et là, la conjointe que j'ai, à ce moment-là, après 5 ans, euh, elle, euh, elle veut plus que ça. Tu sais, elle veut le conjoint qu'elle a rencontré. Tu sais. Puis moi, je suis plus présent. Là. Quand je suis là, je suis pas là. Tu sais. Je suis dans mes pensées. Moi, je me crée des scénarios à chaque fois que je peux dormir. Je me couche et je vois le visage de mon père. J'entends ses derniers cris. Et là, je me mets à fabuler des scénarios, comment est-ce que ces personnes-là sont pour mourir. Et au début, je disais, je vais les tuer. Mais en dernier, je ne les tuais plus. Là. C'était rendu violent comme ça à l'intérieur de moi. Imaginez-vous la violence que je vivais moi-même, je me faisais vivre ça, là, parce que je lui donnais mon pouvoir à ces gens-là. Mm. Je donnais mon pouvoir à ces personnes-là et je ne ressentais pas. Moi, c'était juste de la violence. Qu'est-ce qui s'est éveillé le 24 août 1995? Ça s'est éveillé. Je m'en suis jamais occupé. Alors là, j'ai un deuil, le deuil de mon père, toute la violence qui s'est éveillée. Alors là, j'étais devenu, Mélène, un danger public. Moi, si on me faisait le droit d'honneur sur la route, là, moi, avoir resté à Paris, c'est sûr que j'aurais fait de la prison. Parce que moi, tu klaxonnais après moi, je partais après les gens. Là. Parce que c'est éveillé, ça, je suis au vif. Là. Alors, je remettais ce que je vivais intérieurement. Alors, j'étais beaucoup plus en prison que ces personnes-là étaient en prison. Et en dernier, comme je mentionnais, c'est que je leur enlevais la vie et je m'enlevais la vie après ça. Je les faisais mourir à petit feu. C'est ça, c'est violent. Là. Et je portais tout ça, cette violence-là. Et un soir, j'arrive à la maison et ma conjointe a dit, garde, je suis plus capable. Fait qu'elle a décidé de me quitter. Et là, je suis assis dans ma belle grosse maison avec tout mon matériel et je regarde ça et je me dis, wow, je regarde tout ça et je suis même pas capable d'apprécier ce que j'ai. Et je suis assis et je suis seul en plus à vivre ça. Et là, je me dis, est-ce que c'est ça que tu veux vivre? Est-ce que c'est le choix de vie que tu veux? Et là, je suis tellement en colère, tellement en haine envers moi-même, parce que je suis tout d'après perdre. Oui, j'ai beaucoup de matériel, mais en bout de ligne, je suis tout après perdre côté sentiment, côté relation, parce que je suis dans la violence. Et là, je suis dans la douche chez moi, là, et là, je suis tellement souffrant, j'ai tellement mal dans mon corps que je me mets à me frapper dans la douche. Je me frappe. Je suis prêt à me frapper parce que je vais avoir mal ailleurs. Et là, je hurle ma vie. Là, je me frappe dans la douche. Et là, après un certain temps, je suis sorti de la douche et j'ai tombé couché au sol chez moi. Et là, je pleure ma vie au sol, comme un petit enfant qui vient de naître. Hein. Et ce qui s'est passé, après j'ai fini de pleurer, j'ai regardé au ciel, au plafond chez moi, puis j'ai dit, OK, si tu existes vraiment, là, si tu es vraiment là, faites quoi, là?
Fais quelque chose. Parce que moi, je suis plus capable de vivre ça. Et le lendemain, je suis arrivé à un des journaux où ce que je fais affaire. Et il y a une dame qui s'appelle Ginette Leblanc, j'ai la permission de parler d'elle. C'est une dame qui est timide. Elle me parle, dans 5 ans, elle m'a dit un allô, ou comment ça va, Robert, des petits échanges bien simples parce qu'elle est très timide. Et ce matin-là, elle est venue me voir avec une certitude, les yeux dans les yeux, et elle a commencé à me parler de cheminement personnel. Alors là, je me suis dit, OK, voici ton signe. Tu l'as demandé. Alors, c'est à toi d'y répondre. Et c'est là que j'ai commencé à faire du cheminement personnel. Et ce que j'ai compris du pardon, j'ai compris que c'était égoïste. Que le pardon, c'était vraiment pour soi. C'était comme si tu prenais, tu sais, pour les gens qui sont visuels, c'est ton sac à dos. Tu sais, tu as un sac à dos rempli tu sais, de pression, de colère contre les ex. T'en veux aux enfants, tu t'en veux à toi pour tout ce que tu peux avoir vécu dans ta vie. Tout ce sac à dos-là, de toutes tes émotions, tes sentiments, c'est comme si sont dans ce sac à dos-là. Et là, tu te contactes avec cette partie-là intérieurement. Et c'est souffrant. C'est que ce chemin-là, on doit le marcher. J'ai dû le marcher. Puis d'avoir contact avec ces émotions-là. Fait que toute la haine, la colère que j'avais vécue dans mon enfance, qui était éveillée le 24 août, c'est comme si là, j'y permettais à ça d'exister. Et là, que pour moi, la façon que j'enseigne, hein, mes enseignements, c'est comme on va devenir parent. Et c'est ce que j'ai fait à ce moment-là, dire je l'ai pleuré, je l'ai vomi, tu sais, c'est souffrant. Hein? Mais déjà, de le regarder, comme tu dis, la première étape, c'est de le regarder dans les yeux, cette souffrance. De la regarder en face, en fait. Oui. Et de la regarder et de la ressentir. C'est comme OK, moi, souffrir pour un moment. Moi, souffrir pour un moment parce que ça a été souffrant quand j'ai mis ces émotions-là dedans de moi. Alors, je vais souffrir, mais je sais que si je souffre et que je porte un regard aimant en étant parent, parce que mon enfant en soi souffre. Oui, de regarder comme un enfant qui souffre. Oui. Une part de nous blessée, en fait. Oui. Et là, ben, je deviens vulnérable à cette partie-là. Pour moi, la vulnérabilité dans une simplicité, la vulnérabilité, c'est de ressentir. Et c'est de permettre à cette vulnérabilité d'avoir contact avec cette énergie-là. Et c'est une de mes plus grandes forces aujourd'hui. Et avec cette vulnérabilité-là, c'est de devenir sensible. C'est d'être sensible à cette zone fragilisée qui est souffrant pour être capable de l'accueillir. Et aussitôt que je l'accueille, que je verbalise mon mal, j'exprime ma souffrance, à mettre des mots MAUX sur mon intelligence émotionnelle, c'est que là, en le verbalisant, mais les émotions sortent de mon corps. Hein? Parce qu'une émotion, c'est de l'énergie en motion. Alors, elle vient se loger à l'intérieur de soi. Et quand je l'exprime, mais si je laisse circuler cette énergie-là en dehors de moi, alors, avec vulnérabilité, sensibilité, c'est que là, je passe à l'accueil. Et l'accueil m'amène à l'acceptation. Et là, je me sentais en paix. Et j'avais jamais ressenti cette paix-là, moi, dans ma vie. Et au début, je disais, OK, là, la compréhension du pardon, je disais, OK, je pardonne les assassins qui ont tué mon père. Parce que je sais que je le fais pour moi. Mais je n'irai pas dîner avec eux. Voilà. Et ça, donc en fait, est-ce que du coup, tu peux définir, toi, ta définition du pardon? Parce qu'il y a encore beaucoup d'idées reçues sur le pardon, que pardonner, c'est excuser, c'est oublier. Et en fait, ce que tu dis, c'est pas ça. Alors, c'est quoi, Pas du du coup, pour tout. toi, le pardon? Jamais, jamais m'en prouver ce que ces gens-là ont fait. Par contre, après cette expérience-là, je suis responsable à 100% de mes émotions à moi que ça l'a éveillé. Oui. Alors, ces personnes-là, le temps que j'ai le regard à l'extérieur, c'est que là, je suis dans la violence parce que c'est ce qui est éveillé en moi.
Alors, c'est là qu'il faut que je mette le projecteur sur moi et d'arrêter d'avoir le regard sur l'extérieur, mais avoir le regard sur moi et qu'est-ce qui est là à l'intérieur de toi comme émotion. Alors, j'ai du pouvoir dans mon cercle, dans mon énergie, j'ai du pouvoir sur cette partie-là. Et c'est cette partie-là que je dois m'occuper. Au de temps en temps, j'ai le regard à l'extérieur. OK, ça c'est pour me montrer, OK, tu t'occupes pas de toi, Robert. Ramène ça à toi. Qu'est-ce qui est là? Nomme-les, exprime-le. Et l'intelligence émotionnelle, on doit comprendre, et les gens, je suis convaincu qu'ils comprennent, mais l'intelligence émotionnelle, ce n'est pas de comprendre. C'est de ressentir. C'est de ressentir ce qu'on vit intérieurement. C'est d'être en contact. On veut être en cohérence. Hein, tu es d'accord? C'est tes enseignements aussi. Tu enseignes aux gens d'être en cohérence. C'est ce que tu fais. Mais pour être en cohérence, ici, j'ai mes pensées. Mais mes pensées éveillent des émotions en moi, des attitudes, des pensées, des réactions. Alors, je dois être en contact avec qu'est-ce qui est là dedans de moi. Alors, je dois ressentir ce qui s'éveille. Et le fait d'avoir ressenti ça, j'ai été capable de prendre, tu sais, c'est comme tu prends ton sac à dos et tu remets ça aux gens qui t'ont blessé. Et je le sais, que ce que je vais semer, ce que je vais semer, labourer, ça va me revenir. Alors... Et ce que tu disais aussi, c'est là où, au début, tu donnais ton énergie, en fait, aux autres, c'est-à-dire en planifiant la vengeance, du coup, tu leur donnais ton énergie, tu leur donnais ton attention. Et là, en mettant le focus sur toi, en fait, l'énergie, tu te la redonnes, en fait. Et voilà. Et tu mets l'attention sur toi et pas sur l'autre, et tu reprends ton pouvoir, en fait. Je reprends mon pouvoir, exactement. Et qu'est-ce que tu aurais envie de dire? Parce que là, moi, je pense à une personne que j'accompagne qui a été torturée par sa mère. Et du coup, en fait, elle n'arrive pas à se libérer parce qu'elle me dit, je n'arrive pas. Et pourtant, j'essaye de lui pardonner, mais je n'y arrive pas. Et en fait, ce que j'essaye de lui faire comprendre, c'est que le pardon, c'est pas intellectuel, c'est pas je te pardonne. Ça se fait pas avec la tête, en fait. Et c'est ce que tu es en train de dire. Et par rapport à ce que tu dis, c'est le fait de, et ça j'aimerais que tu puisses l'expliquer, quand tu parles d'aller voir son émotion, d'aller l'accueillir, il y a beaucoup de gens que ça fait peur en disant mais moi je veux surtout pas ressentir ce que j'ai ressenti pendant, par exemple, pendant cette torture. J'ai pas envie. Et du coup, en quoi, toi, comment tu expliquerais le fait de, au contraire, le fait d'aller voir et de se permettre de ressentir peut-être la haine, la colère, l'esprit de vengeance que l'on a, en quoi c'est libérateur? Parce que les gens, ils ont peur, au contraire, de succomber justement à la vengeance et à la colère. Du coup, toi, quelle est la différence ou comment tu pourrais expliquer le fait que justement, c'est pas parce que tu vas voir que tu vas succomber. Et souvent, la peur des gens, c'est ça, c'est ben non, si je vais au contact de ma colère, j'ai peur de devenir cette colère. Oui. Et c'est en plein ça. Aussi simple. Il faut garder, n'oubliez pas que les pouvoirs qu'on a à l'intérieur de nous, c'est une simplicité. Mais nous, l'être humain, on complique notre vie à essayer de comprendre. Aussi longtemps que j'essaie de comprendre pourquoi que ma mère, elle a fait ça, exemple, pourquoi que ces meurtriers-là, ils ont tué mon père, aussitôt que je tombe dans la compréhension, je ne suis plus en contact avec mes émotions. Et c'est pour ça que je disais tantôt, si on parle à ton client qui a été torturé, et je veux juste te dire que je te donne la main aujourd'hui. Et je t'invite à ressentir. Et aujourd'hui, tu es une personne qui est adulte et tu as l'intelligence parce que tu es venu au monde avec cette intelligence-là. Alors, c'est de prendre son intelligence et de se rendre service à soi. Et ta mère qui est à l'extérieur, n'aie pas le regard sur elle. Aie le regard sur la mère à l'intérieur de toi. Et cette mère-là qui est à l'intérieur de toi, mais c'est toute la violence que tu as vécue. La violence psychologique, la violence verbale, la violence physique que tu as vécue. Et c'est là que moi, toi, en étant intelligent, c'est comme si tu deviens parent. Je deviens parent de mon enfant à moi qui est blessé. Pour ceux qui ont besoin de comprendre ou
pour ceux qui sont visuels. Alors, j'ai le regard sur moi en étant accompagné par une professionnelle comme Mélane. C'est en relation que j'ai été blessé et c'est en relation que je peux me récupérer. Mais on n'a pas besoin de se récupérer avec les mêmes personnes. Tu peux le faire avec ta coach. Et c'est d'exprimer cette souffrance-là que tu as vécue. Et c'est de revenir, comme tu as mentionné, à revivre la colère. Non, cette colère-là, ce n'est plus toi. Elle est à l'intérieur de toi, mais ce n'est plus toi. Alors, c'est de devenir parent en étant accompagné et de ressentir cette colère-là et de la nommer. Là, je suis en colère. Je suis dans la haine. Et cette haine-là, j'ai eu mal, ça m'a fait souffrir l'injustice, la trahison, les coups que j'ai mangés. Fait que c'est de nommer ça. Et c'est d'être sensible à qu'est-ce que tu nommes. Et tu as une autorité saine en face de toi, hein, qui est ta coach. Et elle est là pour t'accompagner. Parce que le temps que tu as souffert suite au regard de ta mère, tu n'as pas eu ce regard-là en étant garçon. Tu n'as pas été accompagné dans cette souffrance. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu as développé des attitudes, des mécanismes de défense pour ne pas ressentir. Mais là, c'est prêt à sortir. C'est prêt à laisser aller. Et je te garantis, par expérience, que si vous vous permettez de libérer ces charges émotionnelles, vous allez retrouver le pouvoir de l'amour de soi. Sans le pardon, on ne peut pas toucher à l'amour de soi autant qu'on pourrait y toucher. Et ça, c'est un pouvoir qui est à l'intérieur de soi, aussi le pouvoir de l'amour de soi. Et les gens cherchent à l'extérieur à combler un vide, à voir le regard aimant de l'autre, à voir la valorisation de l'autre. C'est bien, on en a besoin, hein, parce qu'on est encore dans un temps qu'on a besoin de la relation. Mais ça, il faut que je me l'offre à moi. C'est à moi que je dois l'offrir avant tout, dans une simplicité. Et aussitôt que je libère, il y a une compréhension qui s'installe. Et c'est là qu'il est prise de conscience. Ouais, je prends conscience de tout ça. Et c'est là qu'on voit et on ressent un bien-être suite à avoir exprimé et verbalisé cette souffrance-là qu'on a gardée pendant toutes ces années. Et du coup, donc, toi, est-ce que ça t'a demandé du temps? Parce que j'imagine que toi, tu avais quand même stocké pas mal de haine, de colère, de violence en toi. Et est-ce que c'était, entre guillemets, suffisant d'aller justement aller voir tes émotions? Et ça t'a demandé du temps? Est-ce qu'il y a eu des... Bien, tu sais, le psychique en soi, hein, si on parle de côté psychologique, le psychique en soi, c'est l'esprit. Il laisse aller ce que le corps est prêt à libérer. Alors, il y a toujours de la libération à faire. Tout le temps, toute notre vie. C'est des couches que tu enlèves au fur et à mesure, quoi. Des couches. On ne peut pas enlever. C'est comme si tu prendrais une boîte de Kleenex et tu dirais, j'enlève tous les Kleenex, toutes les souffrances, je l'enlève d'un coup. L'être humain ne serait pas capable de vivre cette énergie qui est trop puissante en soi. Alors, j'enlève une couche à la fois, une pleure à la fois, pour être capable de respecter son rythme et respecter son corps aussi, et respecter tout son être intérieur. Et c'est ce que j'ai compris. Au début, je disais, je n'irai pas dîner avec eux, parce que j'ai compris que le pardon, je faisais ça pour moi, pour libérer ma société intérieure qui était souffrante. Et là, j'ai commencé à vivre une vie plus saine. J'ai commencé à avoir des belles pensées de mon père. Les fois qu'on allait au cinéma, les fois qu'il me prenait dans ses bras, les rires qu'on a eus. Mes pensées revenaient dans l'amour. Et là, j'ai commencé à faire des petits partages. Dans 10-15 minutes, je partageais la souffrance que j'avais vécue à d'autres personnes. Et c'est là que j'ai compris que ma vulnérabilité, ma sensibilité et l'authenticité de ma vérité à moi faisait que j'aidais les autres personnes. Et là, j'avais le regard aimant des gens. J'avais pas besoin d'être quelqu'un d'autre. J'avais juste besoin d'être moi, avec qu'est-ce qui était là, présent. Et je me suis aperçu que j'aidais des gens avec mon histoire. Et j'ai retourné aux études, en psychologie, en thérapie, pour approfondir ces connaissances-là. Et à chaque fois que je partageais, j'enlevais une pleure. Et là, il y a une journée que mon frère Pierre est arrivé chez moi, puis il me dit, il m'appelle Bobby. Bobby, il dit, écoute, il y en a un des assassins qui s'en veut d'avoir tué papa.
Il sent le plafond descendre, les murs rétrécir. Il fait des séjours à l'hôpital et il s'en veut beaucoup. Et là, c'est sûr qu'entre frères, dans l'ego, l'orgueil, je dis, s'il peut assez souffrir, nous aussi, on a souffert. Et quand il est parti, je me suis arrêté, j'ai médité. Je dis, qu'est-ce qui est là pour toi? Et ce qui est monté, hein, c'est fait quelque chose pour lui. Et à partir de ce moment-là, ben, j'ai passé à l'action et j'ai appelé à la prison de Kingston. J'ai dit, écoutez, j'ai parlé à un gardien qui a répondu. J'ai dit, mon nom, c'est Robert Savoie. J'aimerais ça aller pardonner un des assassins qui a tué mon père et ils m'ont fermé la ligne au nez. Parce qu'eux autres, ils ont dû dire, il est fou, là, tu sais, parce qu'ils doivent avoir des téléphones. Et j'ai été plus loin que ça. Je raccourcis, je vous épargne les détails, mais tout ça, j'ai été mis en contact avec la justice réparatrice. Et eux autres sont venus me voir, justice réparatrice au Canada, sont venus me voir, sont venus me rencontrer. Et j'ai passé 4 heures avec ces personnes-là. Et ils ont vu que mon intention, elle était noble. Et j'ai compris encore, malgré les études que je faisais à l'époque, j'ai compris que je ne pouvais pas imposer mon pardon à personne. Parce que là, j'étais assis, et là, ils ont dit, tu sais, Robert, on voit que toi, tu es prêt. Mais par contre, on doit demander à Joey, celui qui a tué ton père, si lui, il veut te rencontrer. Donc, j'ai tombé assis dans ma chaise. Parce que pour moi, le pardon, ce que je connaissais, c'est que, non, tu as tué mon père, tu me dois ça. Tu ne peux pas me rencontrer, tu sais. Non, j'ai compris le pardon. On ne pouvait pas l'imposer à personne. C'était pas à nous à faire justice. Et ça a été douloureux parce que là, je vivais de l'impuissance. Et cette rencontre-là a eu lieu 9 mois après. J'avais invité sa grand-mère, sa sœur, sa mère. Et il y a juste sa grand-mère qui a accepté. 2 semaines avant la rencontre, là, et là, départager la religion avec ce que je dois dire, tu sais. Ça n'a aucun rapport avec la religion. C'est un geste que je voulais faire. Et j'ai acheté une chaîne en or avec une croix. Et quand j'ai eu cette idée-là, en méditant, là, je me suis dit, t'es malade, là. Tu sais, ici, l'ego a pris place, là. Là, qu'est-ce que tes frères vont dire? Qu'est-ce que les amis de ton père, qui connaissaient ton père, vont dire? Voyons, ça n'a pas de sens. Il a tué ton père, tu veux y acheter une chaîne en or avec une croix. Mais ça venait de mes intuitions. Ça venait de plus grand que soi. Et je l'ai fait. Je l'ai écouté. J'ai calmé mon ego. Calme-toi. C'est ça que tu veux. Écoute ce que ça dit. Et je l'ai fait. Et quand je suis arrivé en prison, il y avait 3 gardiens de prison qui m'ont accueilli. C'était des monstres. C'était des monstres, là. Il y avait Jimmy, qui était le président de la justice réparatrice. Il y avait aussi une autre personne qui était un avocate. Là, on est arrivé dans la pièce en prison où est-ce que j'ai rencontré l'assassin. Je me suis assis et on a commencé à échanger, tu sais, juste pour détendre l'atmosphère. Et il y avait un psychologue aussi. La grand-mère était là. Et là, la psychologue était là pour, tu sais, si on vit des émotions, peu importe le métier que je fais, on est humain, hein. Et là, ils ont vu que, OK, Robert, est-ce que tu es prêt? Je dis, oui, je suis prêt. Et ils ont été chercher Joey, l'assassin qui a tué mon père. Et là, il était à une 20aine de pieds de moi environ, ce qui est la porte. Et là, je m'observe. Oui, je l'ai vu sur des photos. Oui, j'ai pardonné, mais j'ai pas été en relation avec, tu sais, l'énergie, comment est-ce qu'elle va être, là. On rencontre pas l'assassin qui a tué ton père tous les jours, hein. Et là, je m'observe. Tu sais, je prends de la hauteur et je m'observe. Qu'est-ce qui est là pour toi? Et là, je le regarde la tête aux pieds quand il vient s'asseoir en face de moi. Et j'ai aucune émotion. Aucune. Et je regarde quelqu'un qui est en face de moi, qui regarde au sol, et j'ai de l'amour pour quelqu'un qui a tué mon père. Tu ressens de l'amour à ce moment-là? Je ressens de l'amour, de l'empathie, de la compréhension. La compassion, en fait. Et c'est sûr que je n'ai pas dit « Hey, wow, tu as tué mon père, je suis devenu conférencier, enseignant international aujourd'hui, tu sais, merci. » Non. Et je lui ai dit le mal que ça m'avait fait et tout ça. Et j'ai dit, écoute, il y a une chose, je veux juste te dire que je suis ici pour te dire que je t'ai pardonné. Et j'aimerais ça que tu puisses te pardonner toi aussi en sortant d'ici. Et là, il a commencé à parler, à dire, la seule façon que je pourrais me pardonner, Robert, ça serait de sauter à l'eau et sauver quelqu'un qui est après se noyer. Sauver sa vie, là, je pourrais me pardonner. Ou entrer dans une maison qui est après
brûler, là, sauver cette personne-là, là, je pourrais me pardonner. Mais j'ai dit, la personne que tu vas sauver aujourd'hui, c'est toi, si tu veux. Et là, on a eu la première pause, et la première pause, sa grand-mère est venue me voir, tu sais, elle est haute comme ça, plein d'amour, tu sais, elle me regarde, puis là, elle commence à me toucher le visage, tu sais. Oh, Robert, tu sais, you're so beautiful. Moi, j'ai un petit peu d'ego encore. Je dis, ah, you're right, madame, on rit. Et elle me dit, tu sais, ce qui m'a marqué, elle dit, toi, Robert, là, tu sais, avec tes yeux tout pétillants, elle dit, t'es comme le petit Jésus, tu sais. Là, je me regarde, tu sais, je dis, madame, ça prendrait une grosse croix, hein? Et là, on riait de ça, mais elle, ce qu'elle voulait dire, tu sais, elle voyait la sagesse que j'avais développée, elle voyait, tu sais, tout l'amour que j'étais, l'énergie que je dégage, fait qu'on est près de moi, mon énergie est assez élevée. Tu sais. Et elle voyait tout ça, elle ressentait tout ça, fait qu'elle voyait que c'était un homme bien. Et quand on est revenu de la pause, on s'est assis encore plus proche. Et c'est là que j'ai senti que c'était le temps de donner la chaîne en or avec la croix. Et j'ai sorti ce petit coffret-là. Et quand il l'a ouvert, là, Mélène, là, quand il a ouvert le coffret, il a éclaté en sanglots. Et c'est sûr que, tu sais, tu dis, oh, une chaîne en or avec une croix, il ne faut pas m'acheter de la drogue. Wow, merci beaucoup. Non, non. Selon moi, il a éveillé quelque chose de plus grand en soi. Ça a été tellement fort, le symbole, la croix. Encore là, départageons la religion. Le symbole, ça l'a éveillé dans sa spiritualité. C'était tellement puissant. Et là, il y a un silence. Là. On est 9 dans la pièce, il y a un silence. Et il s'est levé debout. Il n'avait pas besoin de parler. Je savais ce qu'il voulait. Je me suis levé et on a fait le tour de la table ovale. Et je l'ai pris dans mes bras. Il a tué mon père. Là. Puis je l'aimais, mon père. Et les deux, on pleure. Et quand il est dans mes bras, il était prêt à se pardonner, lui. En me disant, I'm sorry, Robert, I'm sorry. Je voulais pas le tuer, ton père. Je me sens coupable, je m'en veux. Il était prêt à se libérer dans mes bras. Il a tué mon père. Là. Et j'étais prêt à lui offrir le pardon. On n'a pas besoin de faire ce que j'ai fait. C'est pas ça que j'étais prêt à vous dire. Mais moi, c'est comme... C'était une mission, je crois. C'est une mission que je vis aujourd'hui. Suite à mon expérience. J'ai trouvé ma voie. Et là, on pleure, c'est intense les deux. Et à un moment donné, je me dis, OK, là, elle fait quoi, la psychologue? Là, c'est le temps de te lever de derrière et de venir nous voir, tu sais. Et là, je le prends, puis je tourne, tu sais, puis je regarde la psychologue. Et Mélène, elle mord du nez, elle pleure sa vie. C'est trop intense pour elle. Malgré toutes les études qu'elle a fait à l'université pour se rendre où est-ce qu'elle est. Puis c'est une madame extraordinaire que je référais à tout le monde, là. Mais elle a éveillé justement son histoire de vie à elle suite à cette expérience-là qu'on vit. Et la grand-mère s'est levée, elle est venue nous trouver. Francine Tetley, l'avocate, Sylvie, une autre avocate, Jamie, on a fait un ballon de football. Et là, la psychologue s'est levée, elle est venue nous trouver. Et ce qui a été très impressionnant, suite à ça, là, on pleure tout le monde, la tension, c'est tellement palpable, c'est tellement puissant, le pouvoir du pardon, hein. Pardonner l'impardonnable, comme il est ton titre, c'est tellement bien, tellement grand. Et les 3 monstres, les gardiens de prison, sont venus fermer la boucle. Mais les 3 pleurent comme des enfants. Ils viennent de se libérer d'années de souffrance. Et c'est tellement intense, c'est palpable ce qu'on vit là. C'est ça le pouvoir du pardon. C'est plus grand que soi. C'est pas de comprendre, c'est de ressentir. Et on était en prison avec un meurtrier, des gardiens de prison qui en ont vu beaucoup plus qu'on peut s'imaginer, avec des psychologues, des avocats qui ont fait des années d'études pour se rendre où est-ce qu'ils sont. On avait tout dépassé ça. Et tu sais, Madeleine, si j'étais né dans une famille, que j'aurais eu la compréhension, que j'aurais eu l'écoute, que j'aurais eu l'accompagnement de la souffrance que je vivais,
Fait que j'ai arrêté de border tous les nuits, tous les soirs, l'amour. C'est pas ça qui est arrivé. C'était tout le contraire de ça. Alors, c'est pas l'idéal de soi, de qu'est-ce que j'ai construit qui a pardonné. C'est d'avoir pris mon intelligence et de me rendre service à qui je suis pour libérer mon côté sombre de soi, mes expériences pour plonger dans le pouvoir de l'amour de soi. Et après la rencontre, tu sais, les psychologues, la psychologue et les deux avocats sont venus me voir, puis ils m'ont dit, eux-mêmes, là, ils ont dit, Robert, on vient de dépasser tout. Dans 4 heures, on vient de dépasser tout ce qu'on a fait comme étude. Alors, j'ai compris que le pardon, quand on pardonne, quand on se libère de nos charges émotionnelles, c'est qu'on avance en TGV dans nos projets, dans nos relations. C'est nous-mêmes qui se limitent suite à nos expériences qu'on a vécues. C'est nous-mêmes qui se freinent à atteindre notre plein potentiel, dans peu importe la sphère de vie qu'on veut atteindre. Alors, c'est en se libérant que je peux arriver à ce succès-là qu'on appelle un succès. En fait, ce que tu es en train de dire, c'est que l'amour guérit tout. Et pour moi, c'est ça le pardon, en fait. C'est l'amour, mais avec un grand A. En fait, tu as réussi à rentrer dans cet espace d'amour inconditionnel. Et là où c'est souvent un terme qui est un peu galvaudé, un peu cucu, les petits oiseaux et bisounours, en fait, là, tu l'incarnes vraiment. C'est que, pour moi, c'est ça la compassion, c'est de souhaiter le bonheur à ceux qui souffrent. Et en fait, tu as réussi à dépasser, comme tu disais, ton petit ego, en tout cas l'esprit de vengeance. Et je dis pas que c'est facile, ce que tu as fait, je sais même pas si moi j'en serais capable. En tout cas, ce que je vois, c'est que tu as réussi à te mettre dans cet espace d'amour inconditionnel qui englobe tout. En tout cas, moi, c'est mon expérience de l'amour inconditionnel. Et de pouvoir embrasser et justement de pouvoir pardonner l'impardonnable, ça veut dire se mettre dans une dimension justement qui embrasse tout. Et tu l'as fait même physiquement avec l'assassin de ton père, avec ce garçon, cet homme, qui est ouais, enfin, c'est dans cette espèce d'amour, quoi, je sais pas comment le dire, de compassion illimitée. Et là, tu l'incarnes, en fait, cet amour inconditionnel, tu l'incarnes. Et là, c'est plus un concept, en fait. C'est l'amour en action, quoi. Et tu vois, quand la grand-mère te regarde et parle de toi en tant que Jésus, pour moi, c'est ce qui s'est passé, en fait. C'est la force d'amour de ce qu'on appelle Dieu, la vie, l'univers, le grand tout, la conscience, on appelle ça comme on veut. Mais waouh, quoi. Enfin, pour arriver à ce point d'accueil et d'amour, encore une fois, c'est... En tout cas, ce que je comprends, c'est que tout ton parcours, en fait, il t'a permis d'accéder à cet espace-là, en fait. Et c'est ça aujourd'hui que tu transmets, en fait. C'est dépasser, en fait, les histoires que l'on vit à notre niveau d'être humain et de se relier à ce grand tout, en fait, et à cette force d'amour qui, de toute façon, nous dépasse, en fait. Et c'est ça qui guérit tout. Et tu as tellement raison. C'est très bien expliqué de la façon dont tu le mentionnes. Et c'est d'arrêter de chercher l'amour. L'amour est en dedans de soi. C'est en se libérant que j'ai accès à ce pouvoir-là. Alors, plus on creuse de l'intérieur, tu sais, quand je dis on creuse, c'est plus je libère de l'intérieur, plus mon champ de vision à l'extérieur, je l'élargis. Je vois ce que je ne voyais pas avant. Et c'est là que je peux voir la beauté. C'est là que je peux ressentir l'abondance. C'est là que je peux ressentir cette haute vibration qu'on est tant à la recherche. C'est à l'intérieur de soi. Et tu parlais au début de la notion que je partage, se choisir. Pour toi, c'est quoi se choisir? Mais c'est de se choisir dans l'état d'être où est-ce que je suis. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Et de se permettre d'exister dans toutes les sphères de sa vie, dans le moment présent, pour être capable de s'en occuper. Avec soi et avec l'autre. Pour revenir en cohérence, en congruence avec soi. Ce que je pense, ce que je ressens, je suis en ligne.
Et qu'est-ce que tu aurais envie de dire, peut-être pour terminer, aux personnes qui nous écoutent et qui auraient du mal justement à pardonner l'impardonnable, justement? Ben, j'aurais le goût de dire que le pardon n'est jamais terminé. On peut avoir pardonné, comme j'ai mentionné tantôt. Au début, j'avais pardonné, mais je n'aurais pas dîné avec eux. C'est la compréhension du pardon que j'avais. D'avoir continué à partager, à verbaliser, à faire les exercices en conférence, d'être sensible, vulnérable à soi. Oups, j'en ai rencontré un en prison. Et quelques années après, j'ai eu une demande d'emploi, parce que mes superviseurs de nuit m'envoient les demandes d'emploi, et j'ai engagé un des assassins qui a tué mon père. Waouh! Alors, c'est jamais, jamais terminé. Et à chaque fois que j'ai fait son revenu, parce que c'est moi qui fais les revenus devant mon ordinateur, je m'installe et là, j'envoie le revenu aux 2 semaines à tous ceux qui travaillent pour moi. Et quand j'arrive à son numéro de parcours et que j'arrive à son nom, là, je m'arrête avant d'appuyer sur le bouton pour y envoyer son revenu. Là. Je m'arrête, me ferme les yeux et là, je me pose, tu sais, je me dis, je vais payer celui qui a tué mon père. Et ce qui s'éveille en moi, là, c'est tellement grand, c'est tellement puissant, j'éclate en sanglots. Comme l'assassin qui a ouvert sa chaîne en or avec sa croix, c'est la même dimension spirituelle. Même si tu mon père, il a touché à cette dimension-là. Et c'est comme s'il y avait la bénédiction de dire, regarde, pardonne-toi, là, parce que celui qui est en avant de toi t'aide à te pardonner. Et ça, quand ça s'éveille, là, c'est tellement bon ce que je ressens, tellement puissant que j'appuie pas tout de suite. Parce qu'il y a une énergie là, qui circule en moi qui est bon. Aussi simple que ça. Alors la question, elle est, à qui je fais du bien? À moi. C'est ça que ça fait, le pardon. C'est à soi qu'on fait du bien. C'est à soi qu'on se permet de vivre une vie plus paisible, plus en harmonie, en ayant plus la maîtrise de qui je suis. Et c'est qui bénéficie de ça? Ce sont nos enfants. Ce sont les gens qui sont alentour de nous. Puis je peux terminer sur une histoire qui me touche. C'est une histoire qui est vraie. Et cette histoire-là, à chaque fois que je la raconte, ça me touche à chaque fois parce que c'est un de mes amis qui m'avait envoyé ça il y a plusieurs années passées. Et c'est un joueur de football. Lui, c'est un joueur moyen, mais il veut jouer dans une ligue universitaire. Alors, il envoie son CV dans toutes les ligues universitaires au monde. Et il y a une équipe qui l'a invité au camp d'entraînement et c'est l'Angleterre. Et il s'est présenté au camp d'entraînement. Et encore là, je vais vous raccourcir les détails, mais au camp d'entraînement, à la fin, il reste quelques jours et le coach l'appelle dans son bureau et il dit, écoute, il dit, ça se peut qu'on te garde, on ne le sait pas encore, mais si on te garde, on a besoin de te poser la question, si on te garde, ça se peut que tu joues 1 minute 30 par match, peut-être que parfois tu ne joueras pas du tout. Est-ce que tu es prêt à rester dans l'équipe? Et il regarde le coach, il dit, écoute coach, je suis prêt à donner l'eau à mes collègues moi, je suis prêt à rester, même si je ne joue pas. C'est mon rêve de jouer dans une équipe universitaire. Alors, ils l'ont gardé. Et à la fin de l'année, ils font les séries. Et dans les séries, il reçoit un téléphone de la maison. Et ce téléphone-là, c'était pour lui dire, écoute, tes parents viennent de décéder dans un accident de voiture. Sa mère et son père sont décédés. Et là, ben, il va voir le coach, raconte tout ça. Et là, le coach, il dit, regarde, prends toutes tes choses, retourne à la maison, viens nous revoir l'année prochaine, donne-moi des nouvelles, comment ça a été, tout ça. Il s'en va à la maison, il fait tout ce qu'il a à faire, mais l'équipe s'est rendue en finale. Et il reste une partie. Et là, c'est pour gagner la série, le championnat. Et il revient. Le coach dit, qu'est-ce que tu fais ici? Il dit, écoute, coach, il reste une partie. Je t'ai jamais rien demandé de l'année. Mais cette fois-ci, j'aimerais ça commencer les 5 premières minutes. J'aimerais ça commencer à jouer. Les 5 premières minutes, tout ce que je te demande, le coach, il dit, écoute, on est en finale, je peux pas. Je vais faire une affaire avec toi, je te laisse jouer 1 minute 30, et si tu fais rien, je te débarque du terrain.
de lui, oui, parfait, merci coach. Commence la partie, 30 secondes, il reçoit le ballon, touchdown, fait un touchdown. Et pendant la partie, il a fait 4 touchdowns, il a fait gagner son équipe. Et là, à la fin, c'est le champagne, il soulève, c'est l'euphorie, tu sais, c'est dans le plaisir et tout ça. Et là, il va prendre sa douche et le coach le fait venir dans son bureau. Et dans son bureau, il s'assoit en face du coach. Là, le coach le regarde et dit, là, tu vas m'expliquer qu'est-ce qui s'est passé chez toi. Il dit, tu n'as jamais joué comme tu as joué là. Il dit, tu es complètement un autre joueur. Qu'est-ce qui s'est passé chez toi? Et il a regardé le coach en plein les yeux. Il a dit, coach, mon père, c'est la première fois qu'il me voit jouer. Parce que mon père était aveugle. Alors, le temps qu'on haït les gens, le temps qu'on en veut à ceux qui nous ont fait du mal, il y a des gens qui nous regardent jouer. Et parfois, ces gens-là apprennent de nos attitudes, de nos actions, de notre discours qu'on a. Et ces personnes-là, parfois, c'est pas ce qu'on veut lui déléguer comme héritage. Alors, pardonner l'impardonnable, c'est le plus beau cadeau qu'on pourrait s'offrir à soi, pour soi. Et moi, j'ai décidé d'arrêter de vouloir un meilleur monde parce que c'est d'une pression qu'on se met sur les épaules. J'ai décidé d'être mon meilleur monde. J'ai dit, si je m'occupe pleinement de la relation, de cette relation qui est la mienne, parce que je suis une relation, et si j'apprends à me découvrir, j'apprends à me libérer davantage, je vais être dans l'amour de soi. Alors, ça se peut que si je suis dans l'amour de soi, c'est ce que je dégage. Et ça se peut que j'aide des personnes qui seront alentour de moi et qui seront sur mon chemin. Parce que la vie va se charger de mettre des gens sur mon chemin pour découvrir qui ils sont. Alors là, je viens de créer un meilleur monde. Je n'ai pas besoin de me mettre de pression sur mes épaules, juste être moi-même. Et merci beaucoup pour cette histoire et pour ton partage. Et, euh, et moi, ce que j'ai envie de rajouter par rapport à ce que tu dis, c'est que toi, en pardonnant et en te libérant, en fait, tu libères tes enfants, mais surtout, je crois que, en tout cas, j'ai l'intime conviction que tu libères aussi ton papa. Parce que, comme tu disais, lui-même a lui-même, j'imagine, vécu une enfance difficile. Et toi, de ce que j'ai compris, tu as été violenté, que ce soit physiquement ou verbalement par ton père. Et toi, en choisissant ce chemin de résilience et de pardon, c'est les générations d'après que tu libères, mais c'est aussi les générations d'avant. Et je crois que, à l'image de ce père aveugle qui voyait pour la première fois son fils jouer, bah, je suis persuadée que ton père te regarde de là où il est, quoi. Et je crois que en faisant ce que tu fais, tu le libères. Tu l'as libéré. Je vois que tu es touché. Mm. Mm. En tout cas, merci beaucoup, Robert, pour ton partage et qui est, il n'y a juste rien à rajouter, qui est touchant et j'espère vraiment qu'il va inspirer les personnes qui regardent cette vidéo à justement, comme tu dis, à se choisir, à comprendre que le pardon, on le fait pour soi, pas pour les autres. Et c'est voilà, juste, j'ai rien juste à rajouter. En fait, c'est un acte que l'on fait d'abord pour soi et parce qu'on se libère, on libère ensuite les autres. C'est vraiment pour soi. Mm. C'est de ne pas comprendre. C'est juste de vivre, de ressentir. Mm. Mm. Puissant. Wow, hein? Ouais. On est comme Merci. dans une... C'est ça. Je ne sais pas que les gens qui écoutent, mais c'est comme si on est assis dans une sagesse, dans une profondeur d'échange entre êtres humains, tu sais. Et c'est comme si c'est la première fois qu'on se voit, là, nous, hein. Et, je ne vois pas les gens qui sont présents, mais c'est comme si ça fait des années que je te connais. Mm. C'est ce qui est là. En tout cas, j'ai le ventre qui chauffe depuis tout à l'heure. Et je sens cette énergie d'amour circuler, en fait.
En tout cas, pour ma part, je sens une, 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 une force, un truc super ancré, tu vois, super puissant. Je sens une puissance, en fait. Ouais. Donc, merci On l'a d'avoir tous. généré Merci ça. à toi. Je suis privilégié. Merci. Merci à toi d'avoir accepté de partager ton histoire et de faire ta part du colibri pour rendre, comme tu dis, déjà ton monde meilleur, mais du coup, en rendant ton monde meilleur, tu rends le monde meilleur aussi. Et sois le changement que tu veux voir dans le monde, comme dirait Gandhi. Exact. Donc, en tout cas, pour ceux qui veulent te suivre, il y a ton site. Tu fais beaucoup de conférences en Europe. Donc, pour ceux qui veulent te suivre, eh bien, il y aura toutes les dates de tes prochaines tournées sur ton site internet. On peut te suivre aussi sur Facebook, à ton nom, Robert Savoie. Et en tout cas, je vous invite largement à suivre et assister aux conférences de Robert. Et moi, je n'y manquerai pas la prochaine tournée européenne. Wow, merci. On se rencontrera en vrai quand même. Tu as un oui. bon câlin. Oui, ça, je vous le dis, là. Ça, là, je l'assume. Je donne les meilleurs câlins qu'un être humain peut donner. Mieux qu'Ama. Il me compare beaucoup à elle. Au masculin. Oui, voilà. Oui. Ama au masculin. Et super. Hâte de te rencontrer en tout cas, Robert, et merci encore. Merci à toi.